Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de l'environnement. Et bonsoir à tous chers amis, comme chaque jeudi soir de 19h à 19h30, les vraies voix qui font bouger la France auscultent l'actualité, parfois dramatique, souvent chargée aussi, liée à l'environnement. Avec moi autour de cette table, Morad Aïtabouche, bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie. Vous êtes réalisateur de la série Sale temps pour la planète, c'est sur France 5. Vous êtes vice-président aussi du syndicat des agences de presse. Dans quelques instants, nous serons en direct également avec Henri Landès, qui est le cofondateur de la fondation Landestini. Au programme aujourd'hui, dans quelques minutes, nous allons débattre de la réautorisation des néonicotinoïdes, ces pesticides tueurs d'abeilles, et bien que on vient de réautoriser 2 ans après leur interdiction parce que la betterave est en proie à un fléau, le puceron vert. On va en parler dans quelques minutes avec nos invités et avec un betteravier justement qui est dans l'heure. On va parler tout de suite, ceci dit, avec Morad Aïtabouche, de ce qui s'est passé quand même en quelques instants, eh bien, dans les Alpes-Maritimes. On a beaucoup parlé de ce qui s'est passé, du drame qui s'est déroulé dans les Alpes-Maritimes, Morad. Sur la Vésubie, 300 litres d'eau ont été parfois enregistrés au mètre carré, un événement climatique exceptionnel. C'est un département qui a l'habitude des inondations parfois violentes. Et pourtant, tous les Niçois, tous les habitants des Alpes-Maritimes qui se sont exprimés sur Sud Radio nous ont dit on n'a jamais vu ça. Et alors, est-ce que c'est un premier signe annonciateur du changement climatique ou pas ? Non, c'est un autre signe du changement climatique qui est en cours. Il faut quand même savoir qu'à force de dire que c'est exceptionnel, que les pluies sont exceptionnelles, que les crues sont exceptionnelles, que les inondations sont exceptionnelles, on finit par penser qu'elles ne le sont plus et que c'est une réalité qu'il faut vivre avec. Et c'est vrai, l'an dernier, pour Sale temps pour la planète, nous avons fait un numéro spécial sur les Alpes-Maritimes et je peux vous dire que toutes les préconisations qui avaient été faites pour éviter un drame de cette ampleur, toutes ces préconisations n'ont pas été suivies d'effet. Et c'est bien là le drame, c'est-à-dire qu'à un moment, puisqu'on sait que ce ne sera plus exceptionnel, ce type d'événement, il va falloir qu'à un moment ou un autre, les autorités prennent conscience qu'il va falloir s'adapter, qu'il va falloir devenir plus résilient. On avait placé le département en vigilance rouge, on avait interdit les transports scolaires, fermé tous les établissements scolaires, ce qui a probablement sauvé pas mal de vies, il faut quand même le dire. Non, mais sur la prévention, en l'occurrence, pour sauver des vies, ils sont plutôt, je trouve, efficace. En revanche, on sait pertinemment, par exemple, que du côté de Biot, il y a l'autoroute avec des buses. Les buses, c'est ce qui permet à l'eau de passer. Les buses sont sous-dimensionnées. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un embâcle. Un embâcle, c'est une accumulation de déchets qui vient contre le pont. Et finalement, avec la force de l'eau, ça finit par exploser. L'eau, évidemment, à ce moment-là, inonde toutes les surfaces et va malheureusement dans, par exemple, ce qui s'est passé à Biot, ça a été un EHPAD avec des gens qui étaient au rez-de-chaussée, des personnes âgées qui n'ont pas pu être secourues ni être mises à l'abri et qui sont mortes. Donc ça veut dire que effectivement, aujourd'hui, on connaît les préconisations, on sait ce qu'il faut faire pour éviter des drames humains, on connaît les risques, on sait que ça va se reproduire et que ce qui est exceptionnel hier ne l'est plus aujourd'hui. Henri Landès, vous nous avez rejoint, vous êtes franco-américain. Les États-Unis sont un pays qui est habitué à des événements climatiques autrement plus spectaculaires que ce qu'on a l'habitude de voir en France. Est-ce que malgré tout, vous confirmez cette impression, c'est-à-dire qu'on fait face à des événements de plus en plus forts ou en tout cas de plus en plus rapprochés ? Oui, l'intensité des événements météorologiques extrêmes, donc ouragans, canicules, etc., a augmenté. C'est ce que nous montrent les scientifiques d'ailleurs. Ils ont une façon de classer ces événements météorologiques extrêmes et on voit à répétition maintenant qu'ils sont plus intenses. Ils ne sont pas nécessairement plus fréquents, mais ils sont plus intenses. Et cela montre que la tendance de la hausse de la température, plus ce que ça dérègle dans tous les cycles de l'eau, tous les cycles des courants d'air, des courants marins, ça a un impact sur ce qui se passait déjà, à savoir les ouragans, etc. Et donc maintenant, on a aussi les feux de forêt qui se rajoutent à ça. Les feux de forêt qui se rajoutent à ça, effectivement. Alors là, pour le coup, qu'on voit aussi bien d'ailleurs en France qu'aux États-Unis. Pessimiste du coup, vous, Morad ? Non, pas pessimiste, pragmatique si on fait des choses. J'avais fait un film aux États-Unis, ça s'appelait Le pays le plus dangereux au monde. Il se trouve qu'avec les conservateurs comme Trump au pouvoir, malheureusement, on nie la réalité du changement climatique. Et c'est en niant cette réalité-là que malheureusement, on va dans le mur. Les climato-sceptiques, j'ai l'habitude de dire qu'ils sont bouchés un peu comme les faux sceptiques. Donc, il
va falloir qu'à un On moment peut rester poli et courtois, non, même vous si inquiétez les pas, gens ce vous soir, je vais pas énervent. le l'être. Mais si vous allez l'être ce soir, comme vous l'êtes, parce que d'abord on est sur Sud Radio et qu'on donne à entendre des opinions qui sont différentes, mais nécessairement constructives pour que nos auditeurs puissent se faire une idée sur chaque question. Et justement, on va arriver bien sur une autre question. On va pas parler du changement climatique tout de suite sur Sud Radio, on va parler de la biodiversité, et notamment de l'avenir des abeilles. On vient de réautoriser les néonicotinoïdes, pesticides qualifiés de tueurs d'abeilles. Est-ce qu'il fallait vraiment le faire ou pas ? C'est la polémique politique, environnementale de la semaine. On accueille également pour en parler Alexandre Quillet. Bonsoir à vous. Bonsoir tout le monde. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes betteravier dans l'Eure, vous êtes le président de la Confédération Générale des Planteurs de Betteraves dans ce département, c'est-à-dire celui de l'Eure. Avant qu'on aborde la question des néonicotinoïdes qui étaient interdits et qu'on va réautoriser sur dérogation, quelle est la situation de la filière de la betterave actuellement ? Eh bien, la situation de la betterave et du sucre est assez catastrophique en 2020. D'abord pour une raison économique depuis 4 ans, pour une question de prix, mais cette année pour une question sanitaire. C'est une jaunisse virale, un virus qui est installé dans la betterave et qui était apporté par des pucerons verts qui ont piqué la betterave au printemps et qui ont transmis le virus. On ne peut rien faire contre le virus. Par contre, on peut faire quelque chose contre les pucerons. Donc, du coup, lorsque vous avez une parcelle qui est atteinte, qui entre en contact avec ces pucerons verts et qui est du coup atteinte de jaunisse, c'est quoi les pertes à peu près ? Eh bien, si vous voulez, pour donner des chiffres simples, une parcelle de betterave chez moi donne à peu près 100 tonnes de betterave à l'hectare. Ça contient 16% de sucre. Ça veut dire qu'on a 16 tonnes de sucre à l'hectare. Voilà, pour simplifier. Ça fait 1,6 kg au mètre carré. Okay. Là, cette année, en moyenne, en France, on va avoir dans les zones touchées, parce que toutes les betteraves ne sont pas touchées. Ouais, heureusement. Dans les zones touchées, on va avoir une perte moyenne d'environ 40%. Oui, ce qui est énorme. C'est énorme lorsqu'il y a un virus. On a fait des prélèvements tout au long du printemps et de l'été et on s'est aperçu qu'il y avait 4 virus différents. Et lorsqu'il y en a plusieurs, 2, 3 ou 4 dans la même betterave, on atteint des pertes qui étaient estimées à 70%. On vient de démarrer la campagne aux environs du 25 septembre. Là, les premiers rendements catastrophiques tournent jusqu'à moins 85%. Ce que nous n'avons jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, la question qui nous anime, au-delà du fait que je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que la filière de la betterave et du sucre en France est dans une situation très difficile, jaunisse ou pas jaunisse. Peut-être conjoncturelle, c'est-à-dire qu'en 2020, effectivement, la situation paraît délicate. Ouais, c'est ça. Il faut quand même dire que ces 30 dernières années, la situation est plus que florissante. Ils ont augmenté de 2 à 300% leur production. La France est aujourd'hui leader européen en matière de production de sucre via les betteraves. Et on est 2e mondial. Donc la situation n'est pas si catastrophique. Moins 40%, ça peut faire beaucoup quand même. Non, mais cette année. Oui. Mais c'est conjoncturel. Bon. C'est conjoncturel, pourquoi pas d'ailleurs, effectivement. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là face à ces pucerons verts qui arrivent ? La filière est dans une situation un peu plus difficile, effectivement. Les pucerons verts arrivent et vous perdez 40% parfois de votre rendement sur une parcelle. On nous dit que la seule solution, c'est ce que disait Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture, il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'alternative. La seule chose qui permet de faire reculer ces pucerons, ce sont les néonicotinoïdes. On les avait interdits il y a 2 ans parce qu'ils tuaient les abeilles. Est-ce qu'on avait un autre choix, Morad ? On a toujours des autres choix. Il y a un plan B. D'ailleurs, c'était peut-être ce qui a été le plus détestable pendant les débats à l'Assemblée nationale, c'est qu'il y a eu énormément de fake news. Des fake news, donc de fausses informations. Aujourd'hui, il y a un plan B, on le sait. Il y a un manuel de bonnes pratiques pour éviter d'utiliser ces néonicotinoïdes. Il y a des agriculteurs bio qui utilisent des techniques agronomiques, qui favorisent la lutte biologique. C'est des haies, du compost, des cultures diversifiées, des rotations sur les parcelles qui sont beaucoup plus longues. Donc moi, ce qui m'ennuie un peu parfois avec l'utilisation des néonicotinoïdes, au-delà des abeilles, ça c'est un vrai drame, c'est qu'en fait, c'est un peu comme un antibiotique. En fait, on va utiliser un antibiotique tout l'hiver, juste pour éviter une angine. Non,
on peut cibler là où il y a effectivement des pucerons verts. Plutôt que malheureusement de mettre ce produit partout sur toutes les parcelles, on peut cibler, identifier les parties où il y a effectivement des pucerons verts et on peut être beaucoup plus efficace. Alors restez avec nous, Alexandre Quillet, parce que vous êtes aussi président de l'Institut technique de la betterave. Est-ce que vous confirmez ou pas qu'il y avait d'autres alternatives? Vous allez nous le dire, évidemment. Henri Landès, vous êtes avec nous. Vous confirmez aussi, vous êtes d'accord avec Morad pour dire que de votre point de vue, il y avait un choix, une alternative? Alors, il y a une alternative, mais il faut la mettre en place dans la durée. Et donc, il faut qu'on prenne du temps, en fait, pour les mettre en place. C'est ça qui est difficile, c'est que je suis tout à fait d'accord avec Morad, c'est de mettre en place des pratiques agroécologiques et il faut aussi parfois plus d'humains sur des mêmes parcelles, peut-être des parcelles moins grandes, avec plus de polyculture et avec un petit peu moins de monoculture. Et c'est là où on rend l'agriculture la moins résiliente possible, c'est quand on a juste une grande culture sur une grande surface. Mais ce qui est difficile, effectivement, moi je suis très compréhensif de monsieur qui parle pour les betteraviers, du fait que là aujourd'hui, il se trouve dans une impasse. Mais c'est parce que le modèle n'a pas changé depuis des années. Donc je suis favorable à ce que nous adoptions ces pratiques agroécologiques et que nous prenions du recul aussi sur la production qui est en surproduction de betteraves à l'échelle mondiale et à l'échelle européenne. Il faut se rappeler que quand il y avait des quotas et quand il y avait un prix plus élevé aussi, c'était plus facile pour les betteraviers. Évidemment. Et là, le prix il a complètement chuté. Et le prix s'est effondré. 2 centimes. C'est ça, exactement. Oui. Il s'est effondré, on est sur 2 centimes. Vous disiez, vous aviez un chiffre concret, Henri Landès? Oui, exactement. On est sur 2 centimes le kilo. Donc là, comment ils gagnent leur vie là-dessus? On a avant une protection des agriculteurs grâce à des quotas, grâce à des régulations du marché. Et quand on abandonne cela, plus on décide d'abandonner l'agroécologie et des bonnes pratiques, etc., on n'a aucune chance d'être résilient face à ça. Alors, Alexandre, il y a beaucoup de choses auxquelles vous aurez sûrement envie de répondre. En un mot, et ensuite je vous redonnerai la parole juste après, si vous le permettez. D'abord, est-ce que vous confirmez, qu'il y avait des choix, il y avait une alternative à ces néonicotinoïdes pour faire repousser les pucerons? Alors, je vais être obligé de monopoliser la parole pendant une demi-heure, tellement il y a une chose de dite. Alors, vous allez répondre point par point, mais je vais vous laisser la parole. Là, juste sur cet aspect-là, est-ce qu'il y avait vraiment autre chose, quelque chose de plus doux que ce pesticide qualifié de tueur d'abeilles? Alors, si je pouvais développer, je vous dirais, mais non, il n'y a aucune alternative en 2020 et en 2021. Ça, c'est la première chose. Je vais essayer d'être rapide. Le bio, beaucoup de choses ont circulé sur le bio. Je vais vous demander de me faire confiance parce que je ne peux pas développer. Je comprends. Si vous allez dans le nord de la France, où il y a peu de jaunisse, ou quasiment pas de jaunisse cette année, que vous soyez dans une parcelle bio ou une parcelle qui a été traitée avec des afficides de synthèse, des afficides chimiques cette année, ce sera la même chose. La même chose. Zéro jaunisse. Vous allez au sud de Paris, où il y a 100% de jaunisse, c'est dans les 2 parcelles pareil, dans la bio et dans la conventionnelle. Exactement pareil. Je vous promets que le bio n'est pas la réponse pour les pucerons verts. Alors, je vais vous permettre de développer dans quelques instants avec nos 2 invités, Morad Aïtabouche et Henri Landès. Restez avec nous, Alexandre Quillet, betteravier dans l'heure. Fallait-il plutôt réautoriser l'usage des néonicotinoïdes pour repousser les pucerons qui s'en prennent à la betterave? On en reparle dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de l'environnement. Fallait-il réautoriser les néonicotinoïdes, ce pesticide qualifié de tueur d'abeilles qui a été interdit il y a 2 ans et qu'on va réautoriser en France sur dérogation, évidemment, pour permettre aux betteraviers de faire face à la jaunisse qui frappe leurs parcelles de betteraves. Nous en débattons avec Morad Aïtabouche, réalisateur de la série C'est le temps pour la planète. Nous sommes avec Henri Landès, cofondateur de la Fondation Landestini, et Alexandre Quillet, qui est betteravier dans l'Eure et président de la Confédération générale des planteurs de betteraves du 10 département. Alexandre Quillet, à l'instant, vous nous disiez qu'effectivement, il n'y avait pas, de votre point de vue, d'alternative. Morad Aïtabouche et Henri Landès disaient si, mais à condition de changer notre manière de produire de la betterave. J'avais une question d'abord. En général, quelle est la taille, en moyenne à peu près, à la louche, d'une exploitation sur laquelle on plante des betteraves en France ?
Je ne sais pas si je suis représentatif, mais j'ai une exploitation qui fait 220 hectares. Dessus, j'ai 40 hectares de betteraves. La moyenne française des betteraviers est de 17 hectares. D'accord. Si vous pouvez considérer qu'une parcelle chez moi va de 2 hectares et demi jusqu'à 25 hectares, la moyenne se situe aux environs de 10. J'ai 22 parcelles pour 220 hectares. Mais on a essayé. On n'est pas resté les deux mains dans les poches depuis 2010. Alors, je ne peux pas tout citer, mais je vous demande de me croire. Nous avons travaillé sur des alternatives. Et par exemple, les produits de biocontrôle. L'ITB, l'Institut technique de la betterave, on a testé 15 depuis 2017. Et tous les ans, parce que chaque année ne se ressemble pas. On n'en a trouvé qu'un seul sur les 15 qui se rapproche de l'apicide de synthèse chimique. Vous pourriez me dire, on peut le remplacer, donc cet apicide chimique de synthèse. Ben oui, sauf que cette année, il n'a pas fonctionné du tout. Alors, ce qu'il faudrait vous rendre compte, c'est important, et moi, je suis à la fois agriculteur, économiste et écologique, du moins, j'essaye de défendre cette vision des choses, et je vais vous expliquer ce qu'on va faire dans les 3 ans qui viennent, puisqu'on a déposé un plan de recherche et d'innovation. Eh bien, en 2020, c'est une catastrophe économique pour les betteraviers et les sucriers, et ils vont perdre une quantité d'argent importante qui pourra être indemnisé par l'État. Il s'y est engagé. Pour l'instant, on ne peut pas rentrer dans le détail puisqu'il faut attendre de connaître les pertes réelles. La deuxième chose, qu'est-ce qui fait peur aux betteraviers et aux sucriers? C'est que si on n'a pas d'alternative efficace qui empêche que ça revienne, on ne sait pas si ça reviendra en 21 ou pas. Mais si ça prend le risque de revenir, c'est un peu comme une assurance. Et quand j'entends qu'il ne faut pas mettre en enrobage de semences parce que c'est une assurance systématique, moi je peux vous dire que depuis 35 ans que nous faisons des essais variétés avec un témoin, pas 35 ans, 28 ans, pardon, avec un témoin traité sans néonicotinoïdes, on s'aperçoit que tous les ans, il y a de la jaunisse en France. Toutes les régions sont concernées, plus ou moins chaque année, je le reconnais, mais on ne sait pas laquelle. En 2019, c'était au nord. En 2020, c'était au sud de la zone betteravière. Ce qui fait que du coup, vous ne savez pas où vous devez anticiper, si on veut, l'arrivée de la jaunisse sur vos parcelles, quoi. Vous ne savez pas en tout cas sur quelle parcelle. C'est très simple. Tous les ans, on a des pucerons. Tous les ans. Ça n'existe pas une année sans pucerons verts. Ce qu'on ne sait pas, c'est de quelle taille sont les pucerons au niveau quantité. Et alors, j'ai quand même une question, si vous permettez, toute petite question. Alexandre, les néonicotinoïdes, si je ne m'abuse, ont été interdits il y a 2 ans. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé la première année? Parce qu'on a l'impression quand même de découvrir, en tout cas les hommes politiques découvrent ce problème au bout de 2 ans. Donc, que s'est-il passé il y a Sauf peut-être Barbara Pompili, la ministre de l'écologie actuelle, qui avait, effectivement dit que c'était un pesticide tueur d'abeilles. Et c'était une saleté. Qu'avez-vous fait la première année sans néonicotinoïdes, Alexandre Coyet? Alors, dans les choses que l'on a travaillées et qu'on a obtenues en 2000, on a travaillé dessus en 16, 17 et 18, on les a obtenues en 18 pour se préparer à 19. C'est 2 traitements chimiques de synthèse des produits phytosanitaires pour soigner les plantes et donc se battre contre les bioagresseurs. Ces 2 produits ont été relativement efficaces, voire très efficaces en 2019. Ils ont été totalement inefficaces. Ils n'ont pas marché cette année, en fait. C'est ça que vous avez découvert. Tout, mais zéro. Henri Landès, quand vous entendez cela, est-ce que vous comprenez bien que les betteraviers aient besoin de revenir, en tout cas aient envie de revenir aux néonicotinoïdes en attendant de trouver mieux? Oui, pour le court terme, absolument. Je comprends qu'il y ait ce besoin de revenir. Ce qui est compliqué, c'est que, en tant que citoyen, consommateur et spécialiste des questions agricoles, environnementales, je trouve que cette situation va se répéter. Est-ce qu'on va continuer à dire qu'il faut préserver la biodiversité dont on a besoin? On ne peut pas faire sans la biodiversité. Et toujours se dire, non, finalement, il faut revenir en arrière pour remettre en mode, en méthode d'application des choses qui la détruisent. Et c'est compliqué de ne pas prendre ce recul et dire, c'est soit on va faire de la diversité, soit on va faire de la monoculture. Et là, on continue à revenir sur la monoculture. Et je pense que si on décide de tous ensemble d'aller vers la diversité, si on décide d'aller vers la diversité des cultures et des pratiques, on va peut-être s'en sortir. Sinon, on va continuer à faire ce va-et-vient et cet aller-retour qui est insupportable pour tout le monde. Morad. Qu'est-ce qui fait peur aux betteraviers, disait Alexandre Quillet. Je pense qu'à 2 centimes le kilo de sucre, moi je pense qu'effectivement, on est en droit de s'interroger. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il y a des initiatives aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est qui le patron? C'est des éco-consommateurs, des consommateurs d'ailleurs. Ce sont des becs de lait.
C'est les briques de lait, mais qui, entre autres, justement, en réfléchissant, en anticipant, ils ont réussi à faire un produit, donc une brique de lait, tout à fait. Avec la garantie pour les éleveurs d'être bien traités, de pouvoir prendre des vacances. De vaches laitières, effectivement. Exactement, de prendre des vacances. Vous pensez que ce genre de système... En tout cas, c'est ce que disait Henri tout à l'heure, il faut prendre le temps, il faut anticiper, c'est le plus important aujourd'hui. Et nous prendrons toujours le temps sur Sud Radio de nous reposer ces questions. J'aimerais vous remercier, Alexandre Quillet, d'être intervenu sur Sud Radio, président de la Confédération Générale des Planteurs de Betteraves du département de l'Eure. Merci à vous, Henri Landès. Est-ce que vous m'autorisez à dire un mot ? Un mot, je vous en prie, assez rapidement, pardonnez-moi. Allez-y. Nous avons 3 années de recherche devant nous. On va amplifier ce qu'on a déjà fait. Les petites parcelles ne sont pas la réponse. On les teste depuis 2014 et c'est pas la réponse. On aura des grandes parcelles avec de la mécanisation beaucoup moins large. Ce qui s'est passé cette année, c'est que les auxiliaires n'étaient pas présents en même temps que les pucerons. Ce que nous allons chercher, c'est l'auxiliaire qui sera présent en même temps, qui va passer l'hiver en hibernation dans un puceron. Il s'appelle Hyménoptère parasitoïde et il sera là au printemps pour manger des pucerons. Et vous espérez que ça marchera. Agroécologique. Et ça, c'est une bonne recherche agroécologique. On espère tous que ça va marcher. Mais voilà, on terminera sur une note d'optimisme. Merci à vous, Alexandre Quillet, d'être intervenu sur Sud Radio. Henri Landès, cofondateur de la Fondation Landestini, et Morad Aïtabouche, réalisateur de la série Ça le temps pour la planète. C'est sur France 5 et vice-président du syndicat des agences de presse. La suite des vraies voix qui font bouger la France dans un instant. Parlons